Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup à vous. Si vous nous rejoignez, on va poursuivre notre sommaire en ouvrant notre rubrique l'interview éco. Et pour ce faire, je suis en duplex et en direct avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste et stratégiste de marché et président et fondateur du cabinet indépendant d'études économiques et financières PrimeView. Oui. Pierre, hier, sur un réseau social très connu, vous avez tweeté, je viens de le dire, vous avez expliqué que potentiellement, au cours de l'exercice 2022, vous anticipiez que la Réserve fédérale américaine que les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine pourraient atteindre 1,5%, quand aujourd'hui ils sont compris entre 0,25 et 0,5. Oui. Qu'est-ce qui justifierait cette hausse et quelles seraient les conséquences d'une telle augmentation ? Alors, la justification de la hausse, elle est relativement simple. C'est l'environnement inflationniste dans lequel le monde se trouve aujourd'hui, et en particulier les États-Unis. Vous savez qu'une politique monétaire, il faut comprendre que ça sert grosso modo à injecter la bonne dose de carburant pour que le véhicule avance à la bonne vitesse. Ni trop lentement, hein, ça s'appelle la récession ou le ralentissement économique, ni trop vite, ça s'appelle la surchauffe. Et malheureusement, la surchauffe, elle amène toujours à une sortie de route brutale. Donc, le rôle de la Banque centrale et de la politique monétaire, c'est de trouver le bon niveau d'injection de carburant. Jusqu'à maintenant, le carburant, en gros, on était poigné des gaz à droite et on injectait énormément avec des taux qui étaient au plancher pour des raisons évidentes, à savoir la crise sanitaire, une récession la plus grave depuis 80 ans. Donc on peut comprendre pourquoi on injectait énormément. Aujourd'hui, la Banque centrale doit faire face à une situation, en gros, elle doit au moins donner l'image d'une structure qui ne vit pas dans son bocal en dehors du monde. Aujourd'hui, les niveaux d'inflation sont élevés. Aux États-Unis, on atteint 7%, on dépasse même les 7%. Et je ne parle pas de l'inflation des prix à la production. Alors tout ça est en plus exacerbé par le conflit Russie-Ukraine. On pourrait y revenir tout à l'heure, même si l'inflation était là en fait en amont de ce conflit-là. Et donc en conséquence de quoi, la Banque centrale ne pouvait pas rester sur la même politique monétaire, que ce soit politique monétaire d'impression, de billets, à savoir pour financer le déficit public, mais aussi en fait les niveaux de taux directeurs qui étaient clairement en inadéquation entre à la fois le niveau de croissance, à la fois le niveau d'inflation. Donc cette augmentation des taux directeurs jusqu'à 1,5%, certains vous diront que ça fait beaucoup. Nous, on vous dira que grosso modo c'est presque l'épaisseur du trait, puisque ça laissera les taux directeurs à des niveaux qui sont quasi historiquement bas. Alors, on sait qu'il y a une décorrélation évidente entre taux courts, donc ceux de la Réserve fédérale américaine, et les taux longs, c'est-à-dire les taux de marché. En ce moment, on assiste à ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que globalement, les taux de marché courts, donc à 2 ou 3 ans, sont supérieurs aux taux longs, c'est-à-dire les taux à 10 ans. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est-à-dire que le risque, puisque tout ça est une question de risque, le risque est finalement plus élevé à long terme. Donc, en théorie, les taux longs sont plus courts que les taux courts. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? On parle donc d'inversion de courbe des taux. Et qu'est-ce que ça peut amener finalement dans l'économie américaine, éventuellement européenne? Alors, c'est un sujet intéressant. Alors, juste pour dire, il faut quand même expliquer ou réexpliquer pourquoi, normalement, les taux longs sont toujours plus élevés que les taux courts. Mettez-vous dans la position de celui qui prête l'argent. Quand vous prêtez de l'argent et que vous le prêtez pour 10 ans, par rapport, en fait, à un prêt, en fait, que vous faites sur 3 mois, eh bien, la probabilité que la personne qui vous rende l'argent ait connu un accident de vie et donc soit en incapacité, en fait, de vous rendre l'argent que vous lui avez prêté est beaucoup plus faible à court terme qu'à long terme. Et donc, comme vous l'évoquiez, la notion de rémunération étant toujours adossée à la notion du risque que vous prenez, vous, en tant que prêteur, il est logique que les taux d'intérêt soient supérieurs à long terme versus court terme. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pourquoi aujourd'hui on est face à une situation où les taux courts, les 3 mois ne sont pas à ces niveaux-là, mais les taux à 2 ans sont à peu près du même niveau que les taux à 10 ans, même si bon, ça dépend quand même des jours. Ça revient au débat qui parcourt les marchés maintenant depuis un certain nombre de mois, à savoir est-ce que l'inflation ou l'origine de l'inflation actuelle est conjoncturelle ou structurelle. Clairement aujourd'hui, la position des investisseurs encore aujourd'hui, c'est bien qu'elle est conjoncturelle et pas structurelle. Pourquoi? Parce qu'à 2 ans, on peut estimer, c'est ce que vous disent les taux longs à 2 ans, hein, les taux longs disent les taux à 2 ans peuvent monter, mais nous ne croyons pas à la poursuite de la hausse des taux au-delà de 2 ans. Ça, c'est simplement une question de projection dans le temps, vous voyez. Et donc là, aujourd'hui, le message, c'est est-ce que l'inflation est d'origine conjoncturelle? Elle est là, il faut quand même lutter contre, donc les taux vont monter dans un horizon en fait de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on verra en fonction de l'évolution de la conjoncture, mais à long terme, on n'y croit pas. Et j'ai envie de dire en fait que les investisseurs à long terme ont raison de ne pas y croire,
Parce que vous savez que le bon niveau de taux, c'est toujours celui qui est soutenable par les agents privés, que sont les ménages, les entreprises et l'État. Or, entre les stocks de dettes accumulés, que ce soit des dettes publiques, mais aussi des dettes privées, et les perspectives de croissance potentielle, même aux États-Unis, qui est certes un peu plus forte qu'en Europe, mais reste en deçà de ce qu'on a connu au cours des décennies passées, imaginez qu'on puisse aller vers des taux d'intérêt qui seraient très au-delà des niveaux actuels. Donc ce matin, on doit être autour de 2,4% sur le 10 ans américain. Imaginez qu'on puisse aller bien au-delà, c'est prendre un risque. En tout cas, c'est un risque que nous ne prendrons pas parce que ça nous amènerait, et je reviens à mon propos initial, à une banque centrale qui injecterait probablement pas assez de carburant pour que la voiture continue d'avancer. Et donc il faut faire très attention. On est face à une économie, à des économies qui sont très sensibles au niveau de taux. Je crois que les investisseurs l'ont oublié parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu à la fois avec un stock de dette aussi élevé et avec des taux d'intérêt qui ont été aussi bas pendant longtemps. Le degré de sensibilité, c'est-à-dire la réaction potentielle des agents que sont les ménages, les entreprises et l'État à des taux plus élevés est probablement sous-estimé dans le marché. Donc ça serait très récessif en gros, tout ça pour vous dire que ça serait très récessif. Et d'ailleurs, sachez que d'un point de vue historique, l'aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire quand les taux courts réatteignent en fait les taux longs, c'est souvent un très mauvais signal pour l'économie et c'est souvent précurseur là aussi en fait de mouvements récessionnistes. Parce que, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans le détail, en particulier ça met la pression sur les intermédiaires bancaires. D'accord, les intermédiaires bancaires qui sont obligés finalement de soutenir l'économie en accordant plus de crédits, mais qui finalement doivent aussi préserver leur marge d'une certaine façon. C'est un peu ça l'idée. Oui, alors en fait, une courbe des taux plate, là on rentre un tout petit peu dans la technique, mais une banque ça fait quoi? Quand vous voulez acheter votre bien immobilier, vous allez voir votre banquier qui va vous prêter de l'argent à un taux fixe à horizon 15 ans, 20 ans, 25 ans en fonction des zones dans lesquelles vous vous trouvez. Donc ce taux fixe, comment elle gagne de l'argent la banque? Elle gagne de l'argent à travers en fait évidemment la petite marge qu'elle va prendre par rapport au taux à 10, 15 ou 20 ans, mais pas que. Elle gagne aussi en fait de l'argent en faisant ce qu'on appelle de la transformation. C'est-à-dire quand la banque vous prête à 15 ans, elle va se financer à 3 mois, à 1 an, à 2 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait à travers cela? C'est que vu qu'on l'a évoqué tout à l'heure, normalement il y a une différence entre les taux courts et les taux longs, et bien cette capacité qu'elle a à aller se financer à court terme pour vous prêter à long terme lui fait gagner 2 fois de l'argent. C'est-à-dire à la fois à travers la prime qu'elle prend sur le 15 ans, mais aussi à travers en fait l'écart de taux entre les taux courts et les taux longs. Vous avez compris qu'à partir du moment où il n'y a plus d'écart entre les taux courts et les taux longs, eh bien ça prive les établissements bancaires d'un levier de rémunération. Donc ça les met en difficulté, et quand ça les met en difficulté, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? À prendre moins de risques, comme un acteur finalement, comme un acteur normal. Donc à réduire le stock d'emprunt qu'elle pourrait accorder par la force des choses. Exactement, et donc c'est très procyclique, c'est-à-dire dans un moment, et donc c'est vraiment un pilotage fin, c'est-à-dire que toute la question est encore une fois celui du dosage. Il faut et parfois, malheureusement, en fait, la limite est fine entre le bon dosage et le mauvais dosage. Et malheureusement, en économie, ça peut vite basculer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette politique monétaire qui pourrait devenir restrictive soit ce qu'on appelle procyclique, à savoir qu'elle accélère finalement un ralentissement qui aurait déjà eu lieu, notamment à travers le climat inflationniste dans lequel on vit. Ok, très clair. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces explications. On va basculer. On va aller sur un autre continent. On va aller en Europe. J'ai une question, Pierre. Est-ce que toutes les crises, les deux crises principales que traverse l'Union européenne depuis mars 2020, donc je pense au Covid et évidemment à la guerre en Ukraine, est-ce que ça accélère selon vous l'unité européenne? Alors c'est compliqué comme question. C'est compliqué. Est-ce que ça accélère l'unité européenne? Alors il est évident, en tout cas dans les discours, et c'est toujours pareil, la notion de solidarité, elle s'exprime la plupart du temps dans la difficulté. Et donc face aux difficultés, effectivement, l'Europe a répondu d'une manière collégiale, on va dire, à la première crise sanitaire qui était presque... Alors, attention à la teneur de mes propos, mais qui était presque relativement simple à gérer, dans le sens où c'était une crise symétrique qui a frappé le monde entier, quasi de la même manière et pour lesquelles les réponses ont été au final quasi identiques partout sur la planète. Le choc actuel est un choc clairement asymétrique, c'est un choc européen. Il concerne en réalité, d'un point de vue économique, presque pas le reste du monde. Les États-Unis souffriront relativement peu des conséquences du conflit actuel. La Chine, c'est pareil. Donc on est vraiment face à un conflit européen. Et là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a les prémices d'une réponse européenne, c'est-à-dire collégiale des États européens pour faire face au conflit actuel. Mais en même temps, j'ai envie de dire, heureusement, et c'est pas trop tôt.
puisque d'une certaine manière, ça révèle aussi le degré d'impréparation de nos pays à faire d'un sujet, en fait, du sujet de l'autonomie et de l'indépendance, un sujet de sécurité nationale. C'est-à-dire que ça fait déjà 7 à 15 ans, en fonction des zones, que les grands blocs s'organisent. On fait de la question de la dépendance, de l'autonomie. Je rappelle que c'est d'ailleurs à l'origine de l'investissement des États-Unis qui était controversé à l'époque, au début des années 2010, dans les pétroles et gaz de schiste. Mais l'objectif derrière cela, et c'était pas du temps de Trump, c'était du temps de son prédécesseur, c'était clairement le message, c'était l'autonomie est une question prioritaire de sécurité nationale ou continentale, peu importe en fait la dimension qu'on observe. C'est-à-dire que c'était le cas aux États-Unis, c'était le cas en Chine. Il est probable que le conflit actuel pousse l'Europe à enfin faire de la question de l'autonomie et de l'indépendance partielle, évidemment, on peut jamais être totalement indépendant, mais en tout cas de l'autonomie, un sujet de sécurité, un sujet prioritaire. Et donc ça va changer beaucoup de choses. La réinvention de nos relations commerciales, trouver de nouveaux partenaires, des sujets qui étaient des sujets en fait un peu anecdotiques, dont on parlait beaucoup, mais dans les faits il n'y avait pas forcément beaucoup d'évolution, vont devoir en fait être remis au centre du jeu. Donc c'est un vrai game changer pour le coup. À la fois, alors d'un point de vue marché, c'est pas forcément très bon pour les actifs européens, puisque évidemment, malheureusement, nous sommes frappés par notre degré d'impréparation. C'est-à-dire quand vous devez modifier beaucoup de choses dans votre modèle d'organisation, il est évident qu'il va y avoir du frottement. Quand les autres sont préparés, même préparés intellectuellement alors que vous ne l'êtes pas, naturellement, il va falloir un peu de temps pour que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, c'est pas très bon pour les actifs européens. Il est probable que les investisseurs internationaux le traduisent à travers une sous-pondération un peu structurelle des actifs européens par rapport au risque du monde. Mais à moyen long terme, on va dire que nous sommes d'une certaine manière rassurés sur le fait que enfin les Européens comprennent que la question de l'autonomie est une question centrale dans un monde de plus en plus tendu. Ok, très clair. Merci Pierre. Hier, le président ukrainien Zelensky a exhorté les entreprises européennes et particulièrement françaises à cesser toute activité avec la Russie. Est-ce que selon vous, c'est réaliste ? Alors ça dépend de... Moi, mon métier, c'est économiste, c'est pas politique ni géopoliticien. Donc clairement, d'un point de vue économique, c'est difficile à envisager. Il faut vous rendre compte qu'on parle d'économie dans son ensemble, comme si en fait la France est une grande entreprise qui avait finalement, on parle de 1, 2, 3% de relations commerciales en fait avec la Russie. Sauf que ça, c'est une vision théorique des choses, une vision livrée des choses. Ce 1, 2, 3%, il est fait d'entreprises dont la proportion de business en fait peut être majoritaire avec la Russie. D'entreprises dans lesquelles si vous enlevez les relations commerciales, du jour au lendemain, elles sont en possible cessation de paiement parce qu'elles avaient investi en fait pour ce type de marché. Donc, il faut se méfier toujours des grands discours politiques lointains qui considèrent finalement l'économie avec un grand E comme si c'était une grande entreprise. Non, et qu'on pouvait justement gérer le risque de manière diversifiée. C'est pas le cas. Vous êtes face en fait à aujourd'hui des entreprises qui, si vous arrêtez du jour au lendemain les relations commerciales, tomberont en faillite. Donc, attention. Donc, à la condition, alors à la limite c'est pas grave, on peut faire comme la crise sanitaire, on dit toutes celles qui sont en difficulté on les sauve. Sauf que ça fait déjà 2 ans qu'on le fait. Sauf qu'il va falloir dépenser, en fait, faire des dépenses publiques pour probablement maintenant construire sa propre autonomie. C'est-à-dire qu'investir dans des infrastructures, notamment énergétiques, mais pas que, dans de la défense, mais pas que. Vous voyez, donc on a déjà beaucoup de sujets de dépenses publiques qui vont arriver, qui vont forcément générer du déficit public. Est-il utile d'aller devoir sauver, entre guillemets, les entreprises qui feraient cessation de paiement en faisant ce choix qui est un choix arbitraire et probablement trop brutal par rapport à ça? Je ne sais pas. Et donc je mets un doute, c'est-à-dire que ça grèverait notre capacité aussi à investir pour assurer notre propre autonomie à moyen et long terme. Je sais que la situation est urgente, mais en économie ou dans l'entreprise, on ne peut pas gérer les choses en fait du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas préparé, vous en sortirez pas. Et attention, une entreprise, une entreprise, ça meurt, et ça meurt vite. Vous savez, une situation de cessation de paiement, en 3 semaines, 1 mois, c'est terminé. Donc, à la question, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il est raisonnable de le faire d'un point de vue strictement économique? Je ne crois pas. Et en plus, je n'ai pas parlé, évidemment, parce que tout le monde en parle, donc ça ne sert à rien que j'en rajoute, aussi du degré de dépendance de l'énergie en provenance aujourd'hui, en provenance de la Russie, notamment sur les pays, alors que ça nous concerne moins, mais quand même, mais en provenance concernant les pays d'Europe de l'Est. Alors, vous, justement, vous parlez d'énergie. Le sujet, la transition est toute trouvée. Je voulais qu'on aborde très rapidement, il nous reste peu de temps, Pierre, mais le sujet de la transition écologique. Avant-hier, l'ADEME a publié un rapport dans lequel elle mettait en avant 4 scénarios possibles. Et finalement, ce dont on est en train de se rendre compte à la lecture de ce rapport, c'est que dans ces 4 scénarios, quelle que soit, la force de l'envie de réduire nos consommations de gaz carbonique, de CO2, de réduire notre empreinte écologique,
tous les scénarios amènent de la croissance et finalement amènent de la croissance, réduisent le chômage et par la force des choses, finalement amènent peu d'inflation. Est-ce que ça vous semble correct, ça, Pierre? C'est un pitch vendeur. Alors, deux remarques par rapport au sujet. Vous savez, historiquement parlant, les transitions dont l'origine c'est l'intérêt général, ça marche très bien en communication, à la télé, dans les livres, etc. Mais dans les faits, ça marche quand même relativement peu et ça met très longtemps à s'implémenter. C'était un peu notre point de vue sur la transition énergétique. On y souscrit évidemment moralement, mais la réalité des faits faisait que les mouvements auraient été, en fait, on se serait orienté dans cette dimension-là avec beaucoup de parcimonie, sans être prêt en réalité à mettre en risque notre modèle d'organisation historique. Clairement, le conflit Russie-Ukraine change tout. Et donc, puisqu'il fait passer cette thématique de la transition énergétique, donc du champ de la morale, au final, au champ de la sécurité. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que, pour le coup, nous étions dubitatifs jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on ne l'est plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où c'est un sujet qui devient un sujet d'autonomie associée à un sujet de sécurité, on va mettre le paquet. Tous les pays européens vont mettre le paquet. Donc, la transition énergétique, ça va bousculer beaucoup de choses parce qu'on n'était pas préparé à accélérer, en fait, dans cette direction-là. Après, sur le fait que ça ne soit pas inflationniste au niveau global, que ça génère de la croissance et donc en gros on se replaint d'emplois grâce à ça. Bon, clairement, il faut être un peu raisonnable, dire que c'est pas le sujet. À terme, peut-être, mais la réalité, c'est qu'à court terme, ça va changer beaucoup de choses et comme tout changement brutal, ça fera évidemment et heureusement des gagnants, mais aussi des perdants. Et donc, je pense que d'un point de vue, il faut être raisonnable, il faut vraiment dire la chose suivante, c'est-à-dire que si vous voulez que l'Europe soit plus autonome d'un point de vue énergétique, il faut s'orienter vers une transition énergétique accélérée, avec les conséquences que ça aura et être prêt, entre guillemets, à faire ce choix-là en donnant des perspectives à moyen long terme. Mais imaginez que ça puisse se faire sans heurts et sans dommages collatéraux, y compris en termes de croissance à court terme. Même d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est une mauvaise démarche parce que les gens aujourd'hui sont prêts à faire ces efforts à partir du moment où il y a une lumière au bout du tunnel. Mais ne disons pas que la lumière, elle est dès demain. C'est-à-dire que la transition énergétique, au regard, alors, sauf à ce que tout soit financé via de la dépense publique, mais ça veut dire des déficits publics qui sont absolument colossaux et ça remettra une grosse pression en fait sur les politiques monétaires des banques centrales et en particulier de la Banque centrale européenne. Pour faire ça et en gros que les gens ne subissent pas trop, il faudrait grosso modo que la Banque centrale descende dans la cave, imprime des billets de banque et se remette à donner l'argent à l'État pour financer tout ça. Aujourd'hui, alors elle le fera en partie, on n'a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que la Banque centrale ne peut pas raisonnablement s'orienter, comme la Fed peut le faire aujourd'hui, vers une politique restrictive. Ça serait une folie furieuse et là, pour le coup, ça nous ferait sombrer dans une dynamique économique qui serait vraiment récessionniste de manière certaine. Elle le fera en partie. Est-ce qu'elle le fera un pour éviter justement d'avoir à subir en termes de croissance les effets au départ négatifs de la transition énergétique? Je ne le crois pas. Donc, est-ce que ça devient un sujet central? C'est devenu, au cours des dernières semaines, pour moi, un sujet central qui va transformer nos sociétés. Est-ce que ça va se faire sans dommages collatéraux? C'est probable. Il y aura des gagnants, mais comme dans toute modification et tout changement, il y aura aussi des perdants. Ce matin, je rappelle que vous êtes président et fondateur du cabinet indépendant d'études économiques et financières Prime View. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite après pour votre rubrique La Minute Pédagogique. À tout de suite sur Téléfinance.